Je vais bien, merci. Ça fait un bail. Good, good. Oh ouais, c'est vrai, c'est vrai. Heureusement qu'il y a Loïc pour nous organiser des... Oui, il est fort, hein? Il est fort, ce monsieur. Ouais, c'est vous qui êtes fort parce que J'aime ça. je souligne l'exploit de Souleymane. Souleymane, c'est un direct avec Washington. Donc, il est aux alentours de 2h40 du matin. Il faut saluer, je dirais, Monsieur Souleymane. Bien, Merci. Victor, on peut y aller. Allez-y. Bonjour à vous toutes et à vous tous, heureux de vous accueillir dans le cadre d'une des matinales du CEPS, cette fois-ci conservée par les grandes problématiques de gouvernance financière et économique et surtout de développement en Afrique. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir ce matin, je dis bien ce matin parce que, comment dire, Mouloukou Souleymane Traoré, je laisserai le soin à notre ami Daouda Coulibaly de le présenter, nous fait l'amitié de s'être levé très tôt, puisqu'il est aux alentours de 2h45, là où il est, puisque c'est un direct avec Washington. Donc, sincère remerciement à Souleymane Traoré d'être des nôtres ce matin. Je rappelle que nous sommes connectés dans les différents points de France et de Navarre. Pratiquement toutes les régions sont connectées. Je remercie aussi ceux qui se sont connectés de loin. Je pense effectivement à Mossadegh Bali du Mali, je pense à Daouda Coulibaly, je pense aussi à Ahmed Kofi à Abidjan, je pense à nos amis qui se sont connectés au Gabon, au Sénégal et bien sûr à Casablanca. Donc, très grand plaisir de vous accueillir. Je vous incite les uns et les autres à vous connecter sur notre site. Vous verrez effectivement, entre autres, notre problématique sur l'Afrique. Je vous rappelle que CEPS, c'est près de 100 personnalités qui sont issues d'origine et qui vivent sur le sol africain. Ça aussi, c'est CEPS. J'insiste aussi pour vous rappeler que c'est la conjonction de 3 clubs, le club Ubuntu, le club Nouveau Européen, le club Confluence. Et là, nous avons décidé d'avoir une dynamique encore plus forte sous l'impulsion de notre ami Mossadegh Bali. Cette dynamique fort africain, et vous allez voir, les prochaines sessions seront axées sur des thèmes extrêmement précis. C'est un souhait de notre part. J'en profite pour remercier Louis Kofi de s'être associé à cette démarche et vous dire que nous sommes heureux, je dirais, de ce que nous allons pouvoir faire ensemble. Avant toute chose, bien sûr, c'est le principe, je dirais, du propos introductif, et en l'occurrence, ils sont assurés par notre ami Daouda Coulibaly, qui est directeur général à Tijari West Africa, et bien sûr, qui est responsable régional Afrique de l'Ouest d'Atijari Bafana. Je vous rappelle aussi que la synthèse sera tirée par notre conseiller diplomatique William B. Daouda, c'est à toi. Merci Loïc. Bonjour à tous. Donc, c'était un honneur pour moi de présenter notre invité de ce jour, Monsieur Mouloukou Souleymane Traoré, que j'ai la chance donc de connaître aussi bien professionnellement que personnellement. Donc, c'était un plaisir donc de présenter donc notre intervenant de ce jour. Alors, Monsieur Mouloukou Souleymane Traoré donc est actuellement président
du conseil d'administration de Guaranty Trust Bank, qui est une banque nigériane, donc installée donc, en Côte d'Ivoire. Et il est également administrateur représentant le Premier ministre de la Côte d'Ivoire au conseil d'administration de la Banque populaire de Côte d'Ivoire, qui est une banque d'État. Suleiman a passé plus de 31 ans dans le secteur bancaire, en Afrique subsaharienne, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, ainsi qu'au Pakistan, et travaillant pour Citibank et la Société financière internationale, groupe de la Banque mondiale. Alors, pour une petite anecdote, Suleiman est arrivé dans le conseil d'administration du GTB, donc Guaranty Trust Bank. Et ce qui nous revient, en fait, moi-même étant dans le secteur bancaire, c'est qu'il y a eu un changement radical donc, du fonctionnement du comité du conseil d'administration, avec beaucoup plus de rigueur, avec beaucoup plus de transparence, avec beaucoup plus d'exigence. Et donc, c'est vraiment la marque de Suleiman. Et donc, au départ, les collègues de cette banque se plaignaient, disaient on a un nouveau président qui nous fait trop travailler. Et à la fin, Suleiman, je crois qu'ils sont très heureux donc, de t'avoir comme président du conseil d'administration. Ce Mouloukou Suleiman Traoré a été donc pionnier des startups. Il a restructuré des banques et en difficulté et a développé avec succès le programme de financement du commerce international, la Banque mondiale et la SFI au Liban, au Pakistan, en Jordanie, au Yémen, au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Nigeria et en Sierra Leone. Suleiman a rejoint Citibank en 1981 à Abidjan en tant qu'expert comptable. Quelques années plus tard, il est devenu le directeur et est allé au Niger en tant que responsable du crédit et du marketing. Il a ensuite quitté Citibank en 1994 pour diriger un projet financé par la Banque mondiale pendant 4 mois. Puis, il a rejoint donc la SFI, la Société financière internationale, en avril 1985 à Abidjan en tant que responsable des investissements. En 2001, M. Mouloukou Suleiman Traoré a rejoint le siège pour s'occuper du portefeuille de la Société financière internationale dans le secteur financier des pays d'Afrique du Nord ainsi que du Liban. Mouloukou Suleiman Traoré a rejoint le Caire 3 ans plus tard, après avoir été promu au poste de responsable principal du pays. Il a rejoint ensuite Accra au Ghana, où il a passé 4 ans à s'occuper des mêmes activités dans les pays de la CEDEAO. Puis, il a décidé de démissionner en novembre 2012 et de rentrer au pays. Une autre anecdote, depuis qu'il est rentré au pays, donc je sais qu'au-delà de ses activités professionnelles, il s'occupe beaucoup de social, notamment des acteurs de développement dans sa région d'origine, donc à Boisseau, où on est souvent, à Goville, pardon, où souvent il me fait l'honneur de m'associer à ces activités-là pour le développement de la jeunesse donc, de cette région. On a rejoint donc 10 ans plus tard le CPS en qualité de membre et malheureusement, donc, je dois être synthétique, mais sachez en fait que la multiplicité des activités qu'il a menées nécessiterait de passer de très longues minutes que nous pouvons nous permettre dans le cadre de cette matinale. Donc, je le disais tantôt, aussi bien donc vis-à-vis de la jeunesse donc de sa région, de la Côte d'Ivoire, mais vis-à-vis aussi donc de ce qu'il apporte au secteur bancaire et également au niveau des startups. Malheureusement, il faut être bref. Et Loïc, je vais m'arrêter là. Merci de votre attention. Merci Daouda, merci. Et vous avez compris, c'est un exercice phénoménal qu'a dû réaliser Daouda. Essayer de condenser, je dirais, un semi-remorque dans une boîte d'allumettes. Mais bravo pour ceci. Je salue la présence, entre autres, de Martine Partra, qui représente l'association des entrepreneurs francophones dans la mouvance de l'OIF. Et je profite aussi de l'occasion pour remercier Armel Kofi. Vous verrez en vous calant sur notre site un très beau petit film qui représente, je dirais, la dimension de ce que nous faisons en Afrique. Alors, maintenant, à nous, Suleiman, on l'a compris, nos matinales sont orientées autour de un thème générique. Et maintenant, nous allons commencer par la première question. Alors, la première question est la suivante. Première question, y a-t-il une singularité du paysage économique, industriel et financier en Afrique? Vous avez parcouru l'Afrique, vous avez été présent, on l'a parfaitement perçu, on a vu que vous étiez dans la finance, vous avez suivi l'industrie, mais en même temps vous avez fait un parcours à l'international, ce qui vous a permis en même temps d'avoir du recul. Quelle est votre vision?
Alors, merci Loïc. Je suis obligé de remercier toute cette audience, cette qualité de personnalité qui ont pris sur le temps de venir à 8h45 pour certains, 6h45 pour d'autres, afin de nous suivre. Merci infiniment. Daouda a parlé de rigueur chez moi, c'est vrai. Je voulais juste relever un petit point. Je l'avais vu dans la biographie, j'avais demandé qu'on rectifie. Je ne suis pas expert comptable, je suis entré comme chargé de compte avec un MBA des États-Unis. Donc, je n'ai jamais fait la comptabilité au point de devenir un expert. Je n'aime pas les usurpations, je préfère le dire, c'est peut-être pas important pour certains, mais pour moi, ça l'est. Merci. Alors, je ne vais pas grignoter sur mes 10 minutes, j'ai été suffisamment informé. Ma réponse à la question de la singularité du paysage économique, industriel et financier en Afrique, ma réponse est oui. Oui, avec vraiment des lettres en majuscules. Parce que les 54 pays qui font l'Afrique ont des degrés différents d'avancée économique, industrielle et financière. Voyez-vous, je vais éviter de dire sous-développé ou en voie de développement parce que, bon, je voudrais quand même rester prudent. Pour ceux qui connaissent l'Afrique, quand vous parcourez le continent, du nord au sud, c'est-à-dire des pays maghrébins à l'Afrique du Sud, ou bien de l'ouest à l'est, c'est-à-dire du Cap-Vert à l'Éthiopie ou l'Érythrée, vous voyez la différence. Mais il est dit que l'Afrique subsaharienne est fortement diversifiée, elle est singulière. Alors, ce que je voudrais proposer, c'est qu'on fasse rapidement une comparaison entre deux pays qui sont très semblables, la Malaisie et la Côte d'Ivoire. Bon, c'est vrai, je n'ai jamais visité la Malaisie, mais bon, avec Google, on arrive à faire beaucoup de choses. Et puis, j'ai rencontré pas mal de personnes qui ont visité la Malaisie et qui ont gardé de très, très, très bons souvenirs. Alors, on va prendre les critères communs, c'est-à-dire PIB par tête d'habitant, le stock de la dette et puis la superficie de la population. Vous voyez bien, la Malaisie et la Côte d'Ivoire ont pas mal de traits de ressemblance. Et la Malaisie a une superficie d'à peu près 330 000 km² et la Côte d'Ivoire en a 322 000. La Malaisie a 33 millions d'habitants et la Côte d'Ivoire, après le dernier recensement, en a 29 millions, 32 millions. Mais où les choses changent, c'est lorsque vous regardez les PIB. Le PIB en Côte d'Ivoire est d'à peu près, les chiffres de 2021 disent qu'ils étaient à peu près, le PIB était de 59 milliards d'euros. Et en Malaisie, il est de 315 milliards d'euros. Et quand vous le ramenez à la tête d'habitants, en Côte d'Ivoire, lorsque l'Ivoirien moyen a à peu près 2200 euros par an, le citoyen de la Malaisie a 9600 euros. Et le stock de dette de la Côte d'Ivoire se situe à peu près à 25 milliards d'euros. Ça, c'était les chiffres de 2020 ou 2021. Et les derniers chiffres nous disent qu'ils sont à peu près à 51%, alors qu'avec 25 milliards, ils sont à peu près 43-45%. Pendant ce temps, la Malaisie a à peu près 200 milliards d'euros en stock de dettes. L'espérance de vie en Côte d'Ivoire est d'à peu près 58 ans. Ça, c'était les chiffres de 2020. Après la pandémie, il y a eu une chute et c'est remonté. Nous sommes à peu près à 61 ans en moyenne en Côte d'Ivoire, pendant qu'en Malaisie, c'est entre 76 et 77 ans. Un point m'intéresse énormément, c'est celui de l'éducation et de la santé dans cette comparaison-là. En Côte d'Ivoire, on dépense à peu près 15% du PIB dans l'éducation, pendant que la Malaisie a fait à peu près la même chose, 16%, mais lorsque vous le ramenez au PIB, la Malaisie dépense énormément pour ses 33 millions d'habitants comparativement à la Côte d'Ivoire. Et les dépenses de santé sont à peu près de 5% en Côte d'Ivoire. C'est les chiffres. Je n'ai pas pu avoir des chiffres plus récents, c'est ceux de 2017 et de 9% en Malaisie. Et un autre point qui est important, c'est celui des exportations. Je le dis parce qu'on va avoir à revenir là-dessus. Les exportations, c'est vraiment le moteur de la croissance. Ça permet de créer la richesse. Et lorsque vous transformez
ses produits sur place, ce qui est le cas de la Malaisie. Une différence fondamentale entre la Malaisie et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire exporte tout et la Malaisie transforme tout. Donc, c'est là qu'il faut qu'en Afrique, nous fassions de gros efforts. Et ce qui est vrai pour la Côte d'Ivoire est vrai pour nombre de pays africains. Mais la Côte d'Ivoire fait beaucoup mieux que ses voisins. Fait beaucoup mieux que ses voisins. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'Afrique présente environ 17% de la population mondiale, soit 1,3 milliard. Ça, ce sont les chiffres. Et dans 30 ans, les estimations disent que une personne sur 4 sur la planète sera africaine, environ 25%. Et toujours selon ces mêmes spécialistes des Nations Unies, une population qui veut augmenter ou bien qui veut rester stable doit avoir un indice synthétique de fécondité d'à peu près 2 enfants par femme. Ne me demandez pas comment ces calculs statistiques ont été faits parce que je ne pourrais pas vous répondre, mais ces mêmes experts ont constaté que sur 195 pays de par le monde, il y en a 183 qui, d'ici la fin du siècle, auront des taux de fécondité inférieurs à cet indice que je vous ai signalé tantôt, alors que la population de l'Afrique, elle est supposée atteindre 2,5 milliards en 2050. Elle aura pratiquement doublé si nous sommes à 1,3 milliard aujourd'hui. Maintenant, pourquoi je m'attarde sur cette démographie? C'est simplement parce que la Malaisie ne produit pas uniquement pour sa population. C'est un pays qui exporte énormément. Et cela démontre le rôle du commerce international. Et Daouda l'a dit, pendant mes 8 dernières années à la SCFI, je me suis occupé de ce qu'ils ont appelé à l'époque le Global Trade Finance Programme. Je crois même que c'est à l'occasion de cela que j'ai eu à collaborer énormément avec Attijari Wafa Bank. Et c'est ainsi que nous avons encouragé, nous avons soutenu Attijari Wafa Bank pour faire des acquisitions en Afrique au sud du Sahara, dans la participation majoritaire de nombre de banques en Afrique au sud du Sahara. Et en supervisant différents pays basés au Caire, j'avais à peu près 15 pays, donc j'ai eu le temps de voir le rôle du commerce international. Et ce que nous, on faisait à la SFI, c'était de renforcer les capacités des banques afin qu'elles puissent aider leurs clients importateurs et exportateurs à faire davantage d'affaires avec les pays riches. Parce que souvent, leur signature n'était pas acceptée, mais avec l'appui de la Banque mondiale, de la SFI, avec les garanties que nous émettions, cela leur donnait la possibilité d'importer et effectivement aussi d'exporter, leur donner davantage de visibilité. C'était le but de ce programme-là. Alors, lorsque vous arrivez à produire davantage et que vous exportez, vous créez de la richesse. Lorsque vous transformez, vous créez de la valeur ajoutée. Et c'est ça qui est le plus important. Il faut produire et produire abondamment pour pouvoir exporter. Et cela nécessite de gros investissements. C'est pour cela qu'il est intéressant de parler de l'Afrique et d'encourager les hommes et les femmes d'affaires qui en ont les moyens d'aller vers l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est l'avenir. Et selon un rapport de la Banque mondiale, le déficit de financement de l'Afrique se situerait aux alentours de 500 milliards d'euros. Et la singularité de l'Afrique, c'est que c'est le seul continent qui peut enregistrer continuellement des taux de croissance élevés. En 2021, son PIB était de l'ordre de 7%, exactement 6,9%, selon la Banque africaine de développement. Et malgré une contraction qui avait eu lieu en 2020 avec du fait de la pandémie à coronavirus, précise le même rapport. Les pays africains, même s'ils s'efforcent de diversifier leurs exportations, ils restent à cet égard essentiellement dépendants et tributaires des produits primaires, des produits de base dans le secteur agricole et puis le secteur extractif. Et cette dépendance a des incidences néfastes sur la croissance inclusive à long terme, car elle assombrit les perspectives d'industrialisation et de développement du capital humain, entre autres. Sur 54 pays en Afrique, avec toute cette diversité, il y en a 45 qui sont tributaires des produits de base. Donc, ce sont des recettes qui sont très instables en raison de la nature de ce marché, caractérisé par des périodes d'envolée et de chute de prix. Si de nombreuses régions d'Afrique ont connu une croissance économique ces dernières années, celle-ci en partie est due à un super cycle des produits de base, du prix des produits de base. La forte concentration des exportations autour d'un nombre réduit de produits pose problème.
Et cela est souvent source d'instabilité sur le plan macroéconomique, notamment les périodes marquées par une grande instabilité des prix des produits de base et des chocs mondiaux comme la guerre en Ukraine, par exemple, comme ceux qui font varier l'offre et la demande. En perturbant la balance commerciale de ces pays-là, les recettes d'exportation et les flux financiers posent problème et il y a des difficultés de remboursement des dettes avec les bailleurs de fonds et cela crée des problèmes de suspension des programmes de développement que ces pays ont avec ces bailleurs de fonds et puis il s'ensuit aussi des crises sociales. Et ces chocs peuvent entraîner indirectement des conséquences néfastes sur la productivité avec les arrêts du travail, les grèves intempestives et la croissance économique et les recettes publiques et les revenus privés en pâtissent. Alors, plus l'effondrement des cours, en plus de l'effondrement des coûts des produits de base, ce qui est vraiment préjudiciable lorsque le secteur financier peut développer, comme c'est le cas des pays qui dépendent de ces produits-là. Nous allons en parler longuement dans le deuxième thème, ce que les banques ou le secteur financier devraient faire pour pouvoir accompagner cet effort de développement. Je vous remercie. Merci Souleymane. Alors, ceci amène d'abord grand respect, hein, on est vraiment dans le tempo. Ça amène, comment dire, de notre part peut-être 3 questions. La première, c'est comment expliquer une telle différence entre la Malaisie et la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle différence alors qu'on pourrait dire on est sur, je dirais, des territoires, des populations identiques? Ça, c'est la première question. La deuxième question, finalement, y a-t-il une différence de percevoir l'économie, de dynamiser, je dirais, son secteur industriel? Est-ce qu'il y a des différences entre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, le Maghreb? Ce serait intéressant de voir est-ce qu'il y a des singularités. Et la troisième question, comment expliquer la faible industrialisation dans le Machrek? Dans le Machrek. Machrek, OK. Alors, je commence avec la toute première question. Je ne peux pas prétendre avoir la réponse précise à cela, mais je vais donner des pistes, des indications. Je pense que d'abord, c'est culturel. Hein. Je pense que c'est culturel, c'est vrai. La Malaisie est un pays très loin de la Côte d'Ivoire. Mais les cultures sont différentes. Mais ce qui est curieux, c'est que la population islamique aussi est très, très importante en Malaisie, et ce qui est le cas de la Côte d'Ivoire. Mais en même temps, moi, je ramène tout ça à un problème de gouvernance. C'est bien le thème de la discussion d'aujourd'hui. La gouvernance, les choix politiques qui ont été faits, l'instabilité politique souvent dans les pays africains, peuvent être les raisons. Et puis le manque ça, on va revenir là-dessus, l'inefficience, par exemple, des ports africains, hein, le manque de réseaux routiers, le manque d'énergie, et tout ça. Et ça, je pense que j'aurais pu vous le dire. Vous voyez, par exemple, alors qu'en Côte d'Ivoire, en 2020, ce sont les chiffres qui le disent, nous produisions 9538 gigawatts. En Malaisie, il y en a 145 193 qui sont produits annuellement. Alors, vous voyez, et ça, alors que lorsque vous n'avez pas d'énergie, lorsque vous n'avez pas les intrants qui sont disponibles et à bon marché, vous ne pouvez pas transformer. Et je l'ai dit tantôt, la Malaisie transforme tout, la Côte d'Ivoire exporte tout. C'est une image. C'est vrai, on fait des efforts aujourd'hui. On a du cacao qui est produit en Côte d'Ivoire, du chocolat qui est produit en Côte d'Ivoire à partir du cacao. Mais pendant longtemps, nous n'avons exporté que les fèves de cacao. Et aujourd'hui, vous verrez qu'on continue d'exporter des fèves de cacao. Mais la Malaisie transforme tout sur place. Et quand vous transformez, vous créez de la richesse. Absolument. Parce que ce sont les valeurs ajoutées. C'est le PIB, c'est ça le concept. Vous devez produire, je ne sais pas, 10 000 euros de sucre, il vous faut peut-être 60 000, il vous faut 6 000 euros d'intrants.
de canne et peut-être 100 ou 1000 de coûts d'énergie. Ce que vous créez comme richesse, c'est 10 000 moins les 7 000 que vous avez dépensés. C'est 3 000. Et ça, c'est ce qui est partagé comme richesse dans le pays. Et le PIB, c'est la somme de toutes ces valeurs ajoutées. C'est ce qui crée la richesse. C'est ce qui fait qu'avec 33 millions d'habitants, alors que nous sommes à 29, s'ils arrivent à produire autant, je vous ai dit tantôt qu'ils produisaient 315 milliards d'euros de PIB. Ça, c'est autant de valeurs ajoutées à distribuer à 33 millions de personnes. Ils se retrouvent avec une richesse beaucoup plus importante. Et ça, c'est le problème de gouvernance, les instabilités que nous connaissons en Afrique, les guerres et tout ça qui sont les raisons principales. Et puis, vraiment, le problème de corruption. Alors, le deuxième point, si vous pouvez me rafraîchir la mémoire, alors, la deuxième question. Est-ce qu'il y a des singularités en matière de... Oui, alors en fait, c'est en même temps un avantage, le fait qu'il y ait cette diversité-là. C'est-à-dire, ce qu'il vous faudrait pour investir en Côte d'Ivoire ou au Togo, ce ne serait pas ce qu'il faudrait pour investir au Maghreb, dans le Maghreb, ou bien en Afrique du Sud. Et ça, c'est un gros avantage. C'est la diversité, là aussi, c'est culturel, c'est la gouvernance, c'est ce que la terre a donné à ces différents pays et ça varie. Vous allez en Côte d'Ivoire et puis ce que les leaders ont eu comme vision politique. En Côte d'Ivoire, c'était vraiment l'agriculture avec le président Félix Houphouët-Boigny et quelque temps après, il fallait transformer tout ce qui est produit et progressivement, on y arrive. Vous allez dans d'autres pays qui ont du pétrole, l'agriculture, ce n'était pas important. Il y a un problème d'alimentation, il y a un problème de suffisance alimentaire, simplement parce qu'on s'est contenté de gérer cette manne financière qui vient du pétrole. Et aussi, j'ai dit, les choix politiques sont très importants. Le rôle des dirigeants politiques est très important. Parce que lorsque vous n'utilisez pas à bon escient ces ressources-là, avec la stabilité dans le pays, vous avez du mal à atteindre les objectifs que vous assignez. Maintenant, le Maghreb, il est différent, il est très proche de l'Europe. Je prends surtout le cas du Maroc que j'ai souvent visité. C'est vrai, j'ai fait les 3 pays. J'ai été jusqu'en Libye. Mais le Maroc, je crois, il y a cette stabilité-là qui a beaucoup aidé. Et puis la vision des différents rois qu'ils ont eu, qui ont pu gérer et puis faire des choix très déterminants. Sinon, qu'est-ce qu'ils ont la phosphate, mais ça ne suffit pas pour développer un pays. Mais c'est surtout la discipline, la gouvernance et la vision politique. Vous voyez ce que le roi des Émirats arabes a fait de son pays. Moi, j'ai visité Dubaï la première fois en 1994, et puis 6 ans plus tard, quand je suis passé, c'était autre chose. C'était autre chose. Et maintenant, vous avez des immeubles qui ont des formes vraiment que vous ne voyez nulle part ailleurs. Donc, c'est vraiment la vision et puis la stabilité et la meilleure utilisation des ressources. Voilà. Je pense avoir répondu aux 2 dernières questions. Voilà. Alors, une dernière question qui va dans le prolongement un petit peu de tout ce que vous avez souligné, Souleymane. Est-ce que dans le fond, on s'aperçoit qu'on est sur des tissus économiques qui sont, je dirais, des toutes petites entreprises. Il n'y a pas, proprement parler, de grandes structures, je dirais, industrielles. Il y a des économies qui sont fragmentées. Est-ce que certains considèrent que l'Afrique devrait passer à un stade supérieur pour accentuer son développement, qui serait celle de la constitution d'un grand marché commun, un marché économique, une harmonisation? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est la vraie réponse? C'est la meilleure réponse. Ça dit, nous avons des micro-États. Moi, je me souviens, j'avais échangé avec des partenaires français une fois. Ils m'ont dit, écoutez, lorsque le Togo importe 20 véhicules neufs Renault, la Sicile en importe 2000. Alors, vous voyez, ce sont des micro-économies. Il faut vraiment qu'il y ait des masses. Il faut qu'on se mette ensemble. C'est pour cela que l'exemple de la CEDEAO, eh bien, il y a pas mal de
d'union comme ça. Et je pense que nous, on a commencé l'union économique avant vous en Europe. Vous aviez la monnaie, mais nous, déjà, on avait notre union économique. C'est après que maintenant, on est en train d'avoir la même monnaie pour CEDEAO, par exemple, la communauté ouest-africaine que je connais bien. Ah, mais tant que vous n'avez pas, parce que quand vous avez 200 millions d'habitants au Nigeria, que vous en avez 30 en Côte d'Ivoire et puis 20 au Sénégal, et quand vous mettez tout ça ensemble et que vous dites que la porte d'entrée, c'est la Côte d'Ivoire, c'est 300 millions de consommateurs, ça représente quelque chose pour l'investisseur. Donc, se mettre ensemble, c'est indispensable pour la réussite. Sinon, des micro-économies, des micro-États, ça ne peut pas nous permettre de... Merci, Souleymane. Alors, je vais laisser le soin à Martine Partra de poser sa question. Martine. Oui, bonjour, Martine Partra, donc je représente le groupement du patronat francophone, hein, qui a pour mission de développer, de favoriser les échanges et les transferts de compétences entre les acteurs économiques des pays francophones. La question que je pose, est-ce que donc depuis quelques années, et quelles sont les marques du progrès sur le développement africain, sur la voilà, quels sont les points forts du développement? Alors, c'est vrai qu'en termes de PIB, c'est le cas, mais en termes de compétences et de développement ciblé, quels sont les progrès qui ont été accomplis depuis quelques années? Alors, je sais bien qu'en Afrique, les pays sont très différents. Hein. C'est ça. Il y a beaucoup de diversité sur les pays de la zone. C'est ça. Alors, vous répondez en même temps à la question. Hein. Quand vous allez, par exemple, au Maroc aujourd'hui, vous voyez que depuis 10 années, les choses ont énormément changé. Quand vous allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous verrez que depuis 10 ans, les choses ont énormément changé. Vous avez davantage la classe moyenne a évolué dans tous ces pays. Le réseau routier s'est amélioré dans tous ces pays. La production d'énergie s'est améliorée dans tous ces pays. Le niveau d'éducation a évolué à des degrés différents selon que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Burkina ou au Sénégal. Aujourd'hui, le Nigeria a créé tellement de richesses qu'ils sont le pays le plus riche d'Afrique. Ils ont dépassé l'Afrique du Sud. C'est vrai, ils ont leurs défis. La gestion des ressources. Je ne dirais pas que le réseau routier est le meilleur en Afrique, mais vous allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a eu des changements. Donc, c'est autant de choses qui contribuent à la qualité de vie dans ces pays-là. Et ça se sent aussi dans l'augmentation du PIB. Oui. Merci. Temps, effectivement, alors, je sais pas si... Oui. C'est juste une question, effectivement, sur le problème de la démographie et de la natalité en Afrique, parce que c'est un des problèmes clés pour le développement de l'ensemble de la population d'Afrique et pour, j'allais dire, avoir un objectif de réduction des inégalités au sein des pays africains. Et ma question, c'est de savoir quelles sont les politiques effectuées au sein des pays africains et de quels pays africains pour moduler ce problème de natalité, qui est un des problèmes clés de l'Afrique à l'heure actuelle. Merci Martine. Okay. Alors, ceci fera partie sans doute de la seconde question que nous allons aborder. Donc, c'est bien noté. Les obstacles au développement. Exactement. Alors, en revanche, j'aimerais qu'effectivement, Laurent Pommier, qui est intervenu dans le chat et qui en même temps avait une question sur la relance de l'économie ivoirienne, j'aimerais laisser le soin à Laurent de poser sa question. Laurent? Oui, bonjour. Excusez-moi, je remets le son et la caméra. Oui, en fait, j'avais posé une question sur la relance de l'économie ivoirienne suite au Covid. En fait,
qu'est-ce que le nouveau gouvernement, enfin, c'est le nouveau gouvernement, c'est toujours le même président, mais il relance avec un nouveau gouvernement, et qu'est-ce qu'il peut faire pour relancer l'économie suite au Covid? OK. Je ne sais pas si vous avez bien suivi en Côte d'Ivoire. Ça, je le dis à nos amis américains ici. Ils ont eu 1000 fois plus de décès aux États-Unis que nous. Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons moins de 1000 décès. Bon, entre guillemets, si tout a été bien répertorié et calculé, nous sommes à 800. Quand je partais d'Abidjan il y a 3 semaines, on devait être à 800 ou un peu moins de 900, alors qu'aux États-Unis, on a dépassé là-bas du million de décès. Donc, c'est vrai, Covid a impacté l'économie, ça a impacté le social, ça a tout impacté dans nos économies, dans nos pays. Mais en même temps, le gouvernement a été suffisamment soutenu par les partenaires, que ce soit bilatéraux ou multilatéraux, et aussi avait un plan, pas un plan Marshall, mais un plan pour soutenir l'activité économique. Et ça a beaucoup aidé. Je ne peux pas vous donner les chiffres exacts, mais je sais que l'État a fait des efforts. Il y a même eu un glissement entre le paiement des impôts, aussi bien pour les particuliers que pour les sociétés, pour permettre de juguler l'effet de la pandémie. Parce que lorsqu'il y a eu les fermetures du Grand Abidjan, où vous avez à peu près 5 à 6 millions d'habitants, où toute la richesse, je vais dire 60 à 70% de la richesse est créée, ça posait problème. Donc, Abidjan fermé, il y a près de 2 millions de personnes qui arrivent tous les jours à Abidjan pour gagner leur pain, qui se déplacent. Donc, ça posait problème. Et il a fallu vraiment aider. Donc, cet effort, je pense que les autorités ont pu le faire. Et ça a permis aujourd'hui de repartir sur de nouvelles bases. Et si tout se passe bien, nous devons vraiment entrer dans ce que nous avions comme taux de croissance avant 2020 à partir de cette année. Au niveau du secteur bancaire, ça se sent et les choses commencent à reprendre. Merci, Souleymane. Nous passons à la seconde question. OK. Alors, la seconde question, quels sont les obstacles au développement en Afrique et en même temps ses atouts? OK. Effectivement, lorsqu'il y a des problèmes, il y a toujours des opportunités. Il faut pouvoir bien regarder et puis saisir les opportunités. Quand je rentrais à la Banque mondiale en avril 1995, déjà, dès son arrivée en juin 1995, le président de la Banque mondiale d'alors, M. James Wolfenson, paix à son âme, puisqu'il nous a quittés il y a 2 ans, il a dirigé la banque pendant 10 ans. Il a été nommé par le président Bill Clinton. Il a dirigé la banque pendant 10 ans, de 1995 à 2005. Il disait que le problème de développement des pays qui étaient les clients de la Banque mondiale était celui de la corruption, les problèmes de gouvernance en général. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'il y ait des atouts. Et la rhétorique, c'est quoi? C'est le manque de vision politique, on en a parlé, c'est l'instabilité politique, c'est la faiblesse de la taille des marchés. Hein, quand vous prenez ces pays individuellement, c'est pour cela que l'idée que vous avez soulevée, mentionnée tout à l'heure, c'est-à-dire faire des groupes, des agrégats, c'est très important. Les difficultés d'accès au financement et le faible niveau du capital humain. Les statistiques indiquent que la part de l'Afrique dans la valeur ajoutée manufacturière mondiale n'est que de 2%. Ça, c'était les chiffres de 2019. Cette faible performance industrielle du continent africain est quelque peu décevante au regard du potentiel d'attraction des investissements dont il dispose. Cela serait dû au faible niveau des infrastructures des pays africains. Ça, il faut le noter, le faible niveau des infrastructures des pays africains, en particulier les infrastructures de transport, les infrastructures routières. Il y a beaucoup à faire, de télécommunications et d'énergie. Et pour moi, cela constitue un frein majeur à l'émergence industrielle du continent. Quand à cela vient s'ajouter le réchauffement climatique qui a fait perdre à l'Afrique entre 5 et 15% de sa production nationale brute l'an dernier, selon un rapport de la Banque africaine du développement, il faut conclure qu'il y a des opportunités. C'est sûr que les phénomènes de violence et de conflit ont pour effet de saper les efforts de développement
avec le risque d'anéantir rapidement les avancées obtenues de longues luttes et de lourdes conséquences sociales, économiques et matérielles. Alors, si vous me demandez l'obstacle principal, moi, je peux vous dire à 5% de risque de me tromper, je dirais que c'est l'approvisionnement en énergie. Le manque d'approvisionnement en énergie pose problème. Le réseau routier urbain et rural est peu performant. Les ports sont inefficients et cela, pour moi, constitue des obstacles majeurs à la croissance. Bon, maintenant, la question, c'était et les problèmes et les atouts, malgré tout cela. Maintenant, les solutions pour le développement de l'Afrique, je dirais, comme mon ancien patron, la bonne gouvernance. Elle est la solution aux problèmes du continent africain. Les défis en matière de paix et de sécurité traduisent des problèmes de gouvernance, tels la gestion des élections. Vous allez voir, lorsqu'il y a des élections dans nos pays, c'est synonyme de guerre. C'est un problème. C'est que lorsqu'il y a du pétrole, compte tenu de la non-transparence de la gestion de cette ressource, c'est source de problèmes. C'est des guerres. Même les problèmes liés au terrorisme, à la gestion de la diversité, au développement, ont trait à la gouvernance. Pour moi, vraiment, c'est la gouvernance. Et ce n'est pas contradictoire, hein. Nous avons parlé plutôt des avantages de la démographie, mais elle constitue également comme, je crois que c'est Madame, c'est Martine, je ne sais pas qui parlait de ça. Exact. Oui, la démographie, oui, c'est pour cela que Loïc a bien fait de vous dire il faut attendre un peu. La démographie constitue également des problèmes. C'est un défi majeur qui se pose avec acuité à l'Afrique, notamment son taux de croissance. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir le juguler, il faut pouvoir le maîtriser. La Tunisie a pu le faire, hein. Un pays arabe, musulman, le président père son nom Habib Bourguiba a pu le faire. Donc, ils sont à 10 millions d'habitants, je ne sais pas depuis combien de temps, à peu près, hein, 10 millions d'habitants. Donc, c'est différent du Nigeria. Et s'il est contrôlé, ça peut être un atout. Il vient avec des défis environnementaux, politiques, ainsi que la mise en place d'un développement durable. Donc, c'est vrai, je vous rejoins. Mais, malgré ça, il y a des atouts. Et les atouts et les priorités pour l'Afrique, pour moi, si vous me demandez si je devais vraiment les mettre dans un ordre de priorité, je dirais que c'est l'éducation. Et puis ensuite, la santé. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez besoin du personnel de qualité. Donc, il faut qu'il soit éduqué, il faut qu'il soit formé et qu'il soit en bonne santé. Parce que sinon, vous avez un taux d'absentéisme qui est très élevé, vous ne tirez pas profit totalement de votre employé. C'est la même chose qui s'applique au pays. Il faut que les gens soient en bonne santé, il faut qu'ils soient éduqués, il faut qu'ils soient formés. Il faut réduire ce taux d'analphabétisme dans nos pays. Lorsque les pays asiatiques investissent, on l'a vu tantôt avec la Malaisie, investissent 15% de leur PNB, de leur PIB, on l'a vu, hein, sur 315, c'est pratiquement la richesse totale que la Côte d'Ivoire crée chaque année, c'est-à-dire à peu près 60 milliards d'euros que la Malaisie investit dans son éducation. 315 que multiplie 0,16, voilà, ça fait 50 milliards. 50 milliards qu'ils investissent dans l'éducation. Pour à peu près le même nombre de population, à peu près 33 millions d'habitants. Donc, vous voyez, c'est très important l'éducation. Quand vous n'avez pas cela, vous ne pouvez pas prétendre à faire avancer les choses dans vos pays. Et la productivité agricole et la sécurité alimentaire, pour moi, sont indispensables. Nous avons des terres qui sont, des kilomètres carrés de terres qui sont arables dans nos pays, qu'on peut utiliser pour produire et nourrir nos populations. Le développement, on aime bien dire en Côte d'Ivoire, si quelqu'un n'arrive pas à avoir à manger, c'est que vraiment il est très paresseux parce que tout pousse en Côte d'Ivoire, pour ceux qui connaissent. Alors, le développement industriel et les mesures pour le promouvoir, assurer l'accès à l'eau potable, ça c'est très important. L'eau est source de vie, on le dit, hein. Gérer les ordures ménagères, c'est un défi lorsque vous avez des populations très nombreuses. Dans les pays, même les villes, vous voyez un peu, c'est chaotique. Alors que ça a un impact sur l'hygiène, ça a un impact sur la santé des populations. Donc, pour moi, ça, c'est important. La gestion environnementale. Maintenant, le changement climatique, vous avez affaire à un continent qui est particulièrement vulnérable. Nous ne produisons pas beaucoup, mais nous en souffrons énormément.
il faut nous aider. Et produire de l'énergie à bon prix, à bon coût, et puis en quantité suffisante. Et puis investir dans le tourisme. Les pays du Maghreb l'ont fait, les pays comme le Kenya le font, l'Afrique du Sud le fait. Il n'y a pas de raison qu'en Afrique subsaharienne, on n'investisse pas. Je sais que le Sénégal le fait énormément, et la Côte d'Ivoire a commencé à le faire. Et on devrait pouvoir attirer davantage de touristes. Et ça fait entrer des devises dans le pays. Alors, je n'ose pas parler du secteur financier qui est, en fait, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Pendant les 10 prochaines minutes, on va en parler. C'est pour cela qu'avec la permission de Loïc, j'ai dit que je serai un peu court sur ce point. Et puis ensuite, lorsqu'on va parler de finances, on va se défouler. Alors, Souleymane, merci pour tout ceci. Question. Face à finalement ces évidences qui sont la formation, qui sont la santé, qui sont les infrastructures, comment expliquer de tels déficits ou la non prise en compte de ce qui paraît clair et précis? Je l'ai dit tantôt, hein, c'est la gouvernance, c'est la vision politique. Et puis les ressources. C'est-à-dire, vous avez la vision, vous avez les ressources. En fait, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait cette stabilité-là dans le pays. Parce que sans stabilité, il n'y a pas de développement. Et ça, c'est le slogan que nous attendons à longueur de journée à la télé ivoirienne. Il faut la paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. Merci Souleymane. Alors, on aborde la question financière. Je laisse le soin à Mossadegh d'intervenir. Mossadegh. Merci, merci beaucoup Loïc et merci à Souleymane pour tous ces développements très positifs. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé la comparaison entre la Malaisie et la Côte d'Ivoire parce que ça met à nu le retard considérable que le continent africain a pris. Alors, pour se développer, il faut de l'énergie, il faut former, il faut des ressources humaines de qualité, il faut des infrastructures, il faut. Et tout ceci se fait avec des financements. Malheureusement, le continent africain est clairement le continent le moins financé et les entreprises africaines sont les entreprises les moins financées. Moi qui suis dans la création de valeur sur le continent depuis presque 4 décennies maintenant et qui travaille avec IFC depuis 3 décennies et d'autres DFIs, je peux vous dire que c'est très compliqué de mobiliser des financements. Alors, je ne sais pas quelle est sa vision là-dessus. Et deuxième point, je suis totalement d'accord avec lui sur la crise de gouvernance que connaît notre continent. Sauf que malheureusement, cette crise risque de se perpétuer parce que, disons, ceux qui sont compétents et surtout qui ont gardé les valeurs ancestrales africaines ne s'intéressent pas à la chose publique ou ont peur de descendre dans la sphère publique. Et donc, du coup, j'ai bien peur que cette crise de la gouvernance ne se perpétue sur notre continent. Et dès qu'on voit un leadership de qualité, on voit des changements extraordinaires. C'est le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, avec le leadership économique visionnaire qu'il y a dans ce pays aujourd'hui. On voit le boom que ce pays est en train de connaître. Merci, Mossadegh. Souleymane. Alors, merci. Bon, je connais bien Mossadegh Bali, mais je pensais qu'il allait dire que la SFI l'a accompagné. Souleymane, merci. Ton ancien employeur a été oui, très bien. non. Sans la SFI, il n'y aurait jamais eu le groupe Azalaï. Merci, parce qu'on l'a fait. On l'a fait. Ça c'est clair, ouais, c'est clair. Mais voilà, et moi, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau dans les besoins. C'est une goutte d'eau dans les besoins. Non, c'est vrai qu'il faut relativiser les choses. Hein. C'est vrai, il y a un manque criard de ressources en Afrique pour financer les investissements et le développement. Alors, je vais vous dire, moi, mon analyse, elle est simple. Hein. Depuis 10 ans, j'ai décroché un peu, j'ai arrêté d'être employé
la Banque mondiale avant l'âge de la retraite. L'âge de la retraite, c'est 67 ans. Je suis parti 10 ans plus tôt. Donc, voilà. Alors, ça m'a permis de regarder. Et je pense que notre problème en Afrique, il est simple. Je reviens toujours sur le problème de gouvernance. Lorsque les banques ont des difficultés avec un client et qu'elles essaient d'aller devant les tribunaux pour réaliser les garanties qu'elles ont, hypothèques qu'elles ont sur l'immeuble, un immeuble par exemple, et ça je l'ai vécu en tant que président de banque, ça nous prend 6 à 7 ans. Et vous avez affaire à une justice qui est corrompue. Et alors, donc après vous vous retrouvez, vous êtes obligé de dire, ah non, je ne prête pas parce que si je prête, demain je ne serai pas soutenu. Ici, aux États-Unis, si je fais 2 mois que je ne paye pas mon mortgage, mon prêt immobilier, ils vont commencer à m'écrire et si je continue de ne pas payer, ils vont m'expulser et puis ils vont vendre la maison. Ça marche, c'est aussi simple que ça. Et ça, on ne l'a pas chez nous. Je vous mets au défi de me trouver un seul pays où vraiment les choses marchent. Il n'y en a pas beaucoup chez nous. Et ça pose problème. Et c'est vrai, les hommes d'affaires, il y en a qui sont, je ne dis pas que les Africains sont moins bons payeurs que les autres. Je me souviens quand je suis rentré à la SFI, le premier qui a failli me gruger, c'est un homme d'affaires allemand qui est venu au bureau d'Abidjan. Il a failli me gruger avec son épouse. Donc, il m'a vraiment convaincu. Monsieur qui a la soixantaine. Je lui donne ma carte, on discute, il part. Et quelque temps après, on nous écrit, on dit que non, qu'il allait avec ma carte, il dit que la SFI va lui accorder un financement, donc il voulait s'endetter contre ce montant. Mon boss qui était belge a reçu la note, il vient me voir, il dit, mais Traoré, Suleiman, qu'est-ce que tu as fait? Tu as promis un investissement à ce monsieur? Je me suis dit, mais je n'ai même pas vu son business plan. Donc, c'est vraiment pas, c'est pas africain. Il y en a partout. Il y en a partout. Donc, c'est vraiment, au niveau de la banque, c'est un défi constant. C'est difficile. Vous avez des systèmes qui ne marchent pas très bien. Bon, je ne suis pas en train d'excuser les banques, hein, mais je reconnais aussi que parce qu'elles vont dire qu'elles ont eu ce comportement frileux, simplement parce que en face, on a affaire à des clients véreux qui sont dangereux, qui peuvent vous tourner en bourrique et puis le système ne va pas les aider. Mais en même temps, nous avons souvent des banques qui ne sont que des institutions de dépôt. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut qu'on arrive à approfondir notre marché parce que les pays asiatiques se sont développés grâce à cela. Développer le marché des capitaux. Parce que si M. Bali a de l'argent dont il n'a pas besoin aujourd'hui, il peut l'investir au bout de 4-5 ans. Et cet argent, ça va être des ressources à long terme que ces institutions pourraient utiliser. Mais lorsque vous ne vivez que de dépôt, c'est vrai, il y a un matelas de dépôt qui reste pendant un mois que vous pouvez utiliser, faire la gymnastique pour faire des prêts moyen terme et long terme. Mais en même temps, il faut développer ce marché financier. J'ai participé à un séminaire il y a quelques années de la SFI à Abidjan pour encourager à développer le marché des capitaux. Parce que vous, si on vous prête de l'argent en devise uniquement, peut-être vous avez des clients qui viennent, qui payent en devise. Mais lorsque vous avez une compagnie aérienne nationale qui vend ses billets en CFA et que vous allez vous endetter en devise, mais demain, vous avez des problèmes. Dès qu'il y a un effritement de votre monnaie vis-à-vis de la monnaie d'endettement, vous ne pouvez pas payer, vous ne pouvez pas passer tout ce choc-là à vos passagers. Donc, c'est autant de problèmes. C'est-à-dire qu'il faut développer le marché des capitaux, les marchés des capitaux sur le plan national. Et ça, les pays asiatiques l'ont réussi. Ils vont créer des yuan, ils vont créer des trucs. Et c'est sur place que, plutôt que de garder notre épargne, on n'aura pas le temps aujourd'hui. J'avais voulu faire passer, pour parler d'inclusion financière, faire passer une petite vidéo sur les efforts de notre ONG. Il faut absolument encourager les gens parce que vous allez voir, vous allez dans nos contrées, on a coutume de dire qu'au Mali, les commerçants sont plus riches que l'État. Et je suis sûr que la moitié de cet argent n'est pas dans les circuits bancaires, c'est dans les sacs d'argent. Peut-être maintenant, ils ouvrent des comptes parce qu'ils n'ont pas confiance quand je vais avoir besoin de mon argent. Et vous voyez, ce n'est pas qu'ils soient radins, mais ils vont dire, mais pourquoi il a pris un peu sur mon argent que j'ai déposé? Ça, les dames m'ont posé des questions dans ce sens-là. Parce qu'il faut encourager les gens à utiliser le circuit bancaire plutôt que de garder l'argent dans les oreillers, dans les sacs. Ça ne contribue pas à l'avancée des choses. Donc, c'est autant de pistes, comme il faut qu'on soit concis.
Je voudrais m'en tenir à ça, mais vous savez qu'on peut se parler après, sinon, et puis s'il y a des discussions à Bamako, moi je peux venir pousser un peu mes anciens collègues des institutions de développement. Quand je suis à Washington, je le fais, je passe les voir. Une fois, je me souviens, je leur ai dit, j'ai dit, mais attendez, on a fait des prêts, il y avait un programme de développement qu'on appelait Africa Enterprise Fund. On prêtait aux hommes d'affaires, aux femmes et aux hommes d'affaires africains pour environ 250 000 $. On l'a fait pendant un moment et puis ils ont décidé de le suspendre. Je dis, mais attendez, vous prêtez parfois aux pays latino-américains 10 millions de dollars et ce n'est pas remboursé. Vous restructurez. Et puis nous, en Afrique, on me dit, ah, ce monsieur, vraiment, il ne se gêne pas, il parle des problèmes. Je dis, non, ce sont les problèmes, moi je les mets sur la table. Ce n'est pas simplement parce que je suis africain, mais je dis, ce n'est pas juste. Il faut permettre que nous aussi, on ne paye pas des fois. Ils disent, ah bon, c'est ce que vous dites. Je dis, oui, il faut permettre qu'on ne paye pas des fois parce qu'on peut le supporter. Voilà. Donc, c'est autant de choses que je voulais dire. Mais je ne sais pas si je suis suffisamment clair, mais sinon, on peut continuer la discussion hors antenne. Ça, c'est tout à fait possible et c'est même vivement souhaité. Ce qui fait que là, tous les deux, vous avez permis d'anticiper et de préparer la troisième question. Alors, troisième question. Comment développer les synergies entre le secteur des services et de l'industrie et finalement le modèle bancaire et financier en Afrique? Comment l'optimiser et comment faire en sorte que la finance soit au service du développement économique? Je vais terminer avec la conclusion. La conclusion, c'est qu'il faut qu'on arrive à être très innovatif en Afrique. Il faut qu'on investisse. Bon, les fintech, ça ne va pas résoudre les problèmes, mais il faut qu'on puisse, comme je disais tantôt, mettre l'accent sur le développement du marché des capitaux dans les différents pays pour qu'on puisse mobiliser l'épargne. Et ça, c'est vraiment, si on ne le fait pas, on ne peut pas compter sur les devises pour financer notre développement. Le constat est que les marchés des produits et services bancaires et financiers ne sont pas encore développés et approfondis au point d'atteindre un niveau de maturité qui suffirait à insuffler un changement de paradigme dans la transformation des produits de base, donc de l'industrialisation, ainsi que l'expansion et la diversification des exportations en Afrique. Le paysage bancaire africain est très hétérogène, il est fragmenté et dominé par quelques très gros marchés domestiques. Les plus grandes banques en Afrique sont sud-africaines. Quand vous prenez les 10 premières, il y a 5 qui sont sud-africaines, 3 qui sont maghrébines, dont Attijari Wafa de notre frère Daouda Coulibaly, et égyptienne et nigériane. Après, ce n'est que des micro-banques. Et le total de bilan des 6 premières banques sud-africaines doit faire environ 500 milliards de dollars, soit plus que celui des banques au Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest réunies. Parce qu'il y a une concentration. Et ceux-là n'ont pas les mêmes problèmes que nous en Afrique de l'Ouest. À l'UMOA, vous avez 133 banques et 23 établissements financiers. La Côte d'Ivoire se tire la part de Lyon, mais bon, il y a encore beaucoup à faire. CEMAC, vous avez 51 banques. Mais tout ça, ça ne représente pas grand-chose. Donc, il faut absolument que, en plus des financements traditionnels, qu'on puisse innover. Des mécanismes de financement non traditionnels pourraient venir élargir et moderniser la gamme des produits et services financiers proposés et offrir des produits plus innovants, centrés sur l'entreprise et susceptibles d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la compétitivité des PME, ce qui pourrait changer la donne pour la diversification des exportations. À mesure que le secteur financier se développe, les entreprises ont un meilleur accès au crédit, ce qui renforce leur capacité à augmenter la part des produits manufacturés par rapport à celle des produits primaires dans leurs exportations et entraîne ainsi une plus grande diversification des exportations et une augmentation significative de la valeur ajoutée. On revient toujours sur cela. Il faut pouvoir transformer, comme la Malaisie, sur place. Lorsque le Mali arrive à extraire de l'or, il faut transformer sur place, ce qui peut être transformé puis exporter le reste, mais il ne faut pas le vendre que. Lorsque la Côte d'Ivoire produit le cacao, il faut arriver, je crois que les objectifs, c'est
d'ici 2030, c'est de transformer, je ne sais pas si c'est la moitié de la production, ce qui fait à peu près 1 million de fèves. Transformer ça localement, ça va créer de la richesse, ça va créer de la... Et puis, il y a de l'argent qui va tourner, ça va être dans les banques et puis ça va permettre de financer le développement. Alors, selon un rapport de FinTech Global, en 2022, les investissements des entreprises africaines du secteur des technologies financières ont été propulsés à un niveau de plus de 2 milliards de dollars américains entre 2021 et 2022. Dans ce challenge, les services financiers et les services aux entreprises jouent un rôle catalyseur. Il est prouvé que les technologies financières, malgré leur complexité, sont susceptibles d'aider les pays africains à parvenir à l'inclusion financière et sociale, car elles apportent des solutions aux problèmes liés à l'allocation des ressources dans le secteur bancaire traditionnel et offrent des possibilités économiques qui favorisent l'accès au financement et le développement social. Parce que ce qui crée la richesse, et ça a été vu aux États-Unis, ça a été vu dans pas mal d'économies de l'Ouest, c'est la création des PME. Vous avez davantage de PME, vous avez les financements qui les accompagnent, vous avez création de richesse parce que vous avez de la valeur ajoutée qui est créée et cela est distribué à la population. Ici, il y a eu l'avènement des venture capital et il le faut de plus en plus dans nos pays qu'on arrive à accompagner, à prendre une part dans l'investissement d'un opérateur économique et puis lui vendre sa part de capital à 2 ou 3 ans après lorsque l'institution prend son envolée. Et ça, c'est important. Il faut qu'on arrive à trouver des mécanismes de ce genre. Pour les fintech, l'avantage, c'est qu'on arrive à bancariser le grand secteur, le grand public. Parce que vous avez des femmes et des hommes qui ont de l'argent à la maison, mais qui ne vont pas à la banque. Parce qu'elles craignent la cravate, la chemise blanche du banquier. Donc, nous, parfois, ce qu'on a organisé, c'est des forats où les gens viennent, on demande aux banquiers de venir avec des chemises, des bras de chemise, manches courtes, des t-shirts, pour être proche de la population et puis leur parler. Et ça a eu un impact. Je me souviens encore de l'image de cette dame-là qui me disait qu'elle est dans 3 tontines. Et ça, c'est ce genre de film que je voulais passer si on avait du temps. Elle me dit qu'elle est... Et ça, c'est le commun, vraiment, c'est ce que vous vivez tous les jours. Elle est dans 3 tontines, elle arrive à économiser 30 000 francs tous les mois. Je dis, mais ça, c'est beaucoup d'argent. Sur 10 mois, vous avez 300 000. C'est à peu près 500 €. Et ça, c'est ce dont elle n'a pas besoin. Et donc, elle pourrait l'utiliser pour s'endetter. Et quand vous avez, puisque ce sont les plus nombreux, quand vous avez 10 millions de personnes qui arrivent à faire ça, vous voyez ce que vous créez comme richesse, comme dépôt. En fait, c'est ça. Donc, c'est pour cela que l'avènement de Orange Bank, l'avènement de toutes ces institutions, pour canaliser, pour arriver à capturer toutes ces ressources qui sont perdues dans la nature, pourrait effectivement aider à améliorer le développement social dans nos pays africains. Et selon la directrice générale du Fonds monétaire, Christina Georgieva, l'important besoin de financement en Afrique serait estimé à plus de 1 200 milliards de dollars pour la période 2020-2023. Et le service de la dette pour la majeure des pays africains a augmenté. Pour certains, il est monté jusqu'à 80%, des pays comme la Zambie, selon la BAD, 80% de leur PIB. Et malgré cela, on constate que l'Afrique fait preuve d'innovation. Elle est l'objet de transformations financières exceptionnelles et même leader sur toute une série d'innovations fintech. Les années à venir sont donc décisives et l'occasion pour l'Afrique de bâtir une nouvelle structure de financement qui est une source de croissance. Sans argent, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a pas de développement. Sans infrastructure routière, il n'y a pas de développement. Sans création d'énergie à bon prix, sans santé, sans éducation, il n'y a pas de développement. Donc, tout est lié. Hein. Les innovations en matière de technologies financières prennent justement en compte les besoins spécifiques du continent et le besoin de franchir des étapes de technologie très rapidement. Cela se traduit par un dynamisme accru des startups ces dernières années en Afrique, où il y a eu près de 360 levées de fonds qui ont été réalisées par les startups africaines en 2020, malgré la pandémie. Hein. Un chiffre qui est en hausse de 44% par rapport à 2019, avec 25% des investissements dédiés au fintech, selon un rapport annuel sur le financement de la tech en Afrique du fonds Partech, Africa Tech Venture Capital Report de 2020.
tout cela demeure insuffisant. Les besoins sont énormes en Afrique. Les besoins sont énormes. Donc, je pense avoir donné des pistes. Hein. C'était difficile pour moi d'être très exhaustif et puis couvrir tout. Mais si j'ai 2 minutes, je voudrais conclure. Souleymane, j'avais une question avant de vous laisser continuer. Dans le fond, ce que vous posez en point de suspension, c'est le problème de la confiance. Comment? C'est ça. C'est Patrick est là. Il prendra juste un café tout à l'heure. Je finis mon Zoom. Hein. Oui, oui. Voilà, c'est le problème de la confiance. Ouais, c'est ça. Alors, comment expliquer dans ce cadre-ci le retrait notamment d'un certain nombre d'institutions françaises de l'Afrique? Alors, je pense que c'est une erreur. Ces pays et ces institutions se retirent pour aller vers l'Asie. Alors que je vous ai dit tantôt que l'avenir, c'est l'Afrique. L'avenir, c'est l'Afrique. La population, elle est jeune, elle est dynamique et les ressources sont là. Il faut malgré tout ça faire confiance à l'Afrique et rester en Afrique. Oui, parce qu'on l'a dit, 25% de la population, de la planète serait africaine dans 30 ans. Exactement. Alors, c'est vrai qu'il y a moins de problèmes de gouvernance dans les pays asiatiques. C'est des gains rapides, mais à terme, c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous voyez, hein, nos amis chinois et russes qui vraiment, je pense, l'ont compris, sont partout dans le recoin en Afrique, vous allez les trouver. Et je n'ai pas été surpris de voir le ministre des Affaires étrangères américain faire une tournée en Afrique récemment. Donc, je crois qu'il faut rester en Afrique. J'ai omis de parler d'un point que Mossadegh avait soulevé, celui de même ceux qui sont intéressés à la politique dans nos pays, quand ils viennent, ils ont peur, ils ne veulent pas rester. Non, c'est pas facile. Souvent, vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas et parce qu'eux sont restés sur place et n'ont fait que ça. C'est un autre débat, on va peut-être en discuter une autre fois. Je vais continuer l'échange avec Mossadegh hors ligne. Alors, si vous permettez, je voudrais juste conclure parce que j'ai 2 minutes. Oui, bien sûr. Oui, je n'ai pas vu votre carton jaune là. Non, il n'y a pas alors, de... alors, merci. Non, moi, je pense que ce qui est important pour nous en Afrique, c'est vraiment arriver à diversifier nos exportations, c'est-à-dire faire un peu comme nos amis de la Malaisie, transformer le maximum sur place, créer la richesse, la valeur ajoutée. Et pour cela, il nous faut investir dans les infrastructures. Et ça, je crois qu'en Côte d'Ivoire, on le fait. Maintenant, il faut pouvoir canaliser les ressources pour s'assurer que l'argent qui va dans tel secteur est vraiment parti dans ce secteur et que ça a été bien utilisé. Et ça, c'est important, c'est des problèmes de gouvernance et il faut effectivement s'assurer qu'il y a moins de déperdition. Alors, sinon, il y a de nombreuses possibilités de transformation et d'approfondissement de la diversification et d'amélioration de la compétitivité dans les pays africains. Et l'Afrique a de nombreux atouts, l'expansion de sa classe moyenne, la jeunesse de la population, l'émergence des marchés de consommation, le recours accru des services financiers et aux technologies financières, ainsi que le dynamisme des entrepreneurs privés comme M. Mossadegh Bali. Moi, je suis impressionné par ce qu'il fait. Et ils sont nombreux comme ça. Vous allez au Nigeria, il y a un bon nombre. En Côte d'Ivoire aussi, il y en a qui favorisent. Et il faut qu'il y ait ces ressources financières pour aider à diversifier les exportations et créer la richesse et la croissance économique durable en Afrique. Merci. Merci, Souleymane. Alors, il y avait, comment dire, une question de Jean-Marc Brault de Bournonville. Jean-Marc, je te laisse le soin de poser ta question. Allô, vous m'entendez? Absolument. Oui, on vous entend. non, je disais, c'est juste un petit commentaire là, sur le retrait des institutions financières françaises, banques et assurances. Ce sont des marchés très étroits.
finalement ces marchés d'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, et les coûts de compliance, de conformité qui sont imposés deviennent très lourds sur ces marchés. Et donc, je pense que la solution, c'est l'intégration régionale. Et là, il y a quand même beaucoup de choses encore à faire, que ce soit en banque et assurance, de manière à pouvoir avoir un établissement qui puisse travailler sur plusieurs pays. Mobiliser des capitaux dans chaque pays, ça devenait difficile. Voilà, moi, je pense que c'est une des principales raisons. La conformité, la compliance. Non, c'est vrai que la taille des pays, des économies, ça n'encourage pas. Hein. Et ça, je l'ai dit, il faut qu'on se mette en bloc, en grand bloc. Et c'est dommage qu'on n'arrive pas à trouver la solution pour les assurances. Sinon, les banques arrivent à le faire. Hein. Maintenant, avec mobile banking, vous n'avez pas besoin d'être physiquement. Moi, je suis président d'une banque qui n'a que 4 agences, mais qui gagne beaucoup d'argent. On ne fait pas comme la Société Générale qui a près de 100 agences en Côte d'Ivoire, ou bien comme la Banque Populaire qui en a 75. Avec 4 agences, on arrive à gagner de l'argent et beaucoup d'argent pour le nombre d'employés. Donc, cela devrait pouvoir se faire pour les assurances. Mais les banques qui se sont retirées, c'est elles qui avaient déjà investi dans la banque grand public, donc peut-être qui ne voulaient plus prendre le temps de redimensionner leur activité. Sinon, il y a de l'argent à gagner, il y a du travail à faire. Merci, Souleymane. Alors, Gérard Robert avec une question à poser. Gérard. Oui, Monsieur Traoré, je voulais poser la question de savoir si, j'ai bien compris que le problème, c'était la confiance dans les échanges. Et donc, la question était de savoir si la Côte d'Ivoire a déjà utilisé les crypto-monnaies, et y a-t-il des projets de monnaie numérique de banque centrale? Parce que effectivement, les monnaies, les crypto-monnaies sont très volatiles et d'utilisation parfois difficile. Et actuellement, les banques centrales en Europe se dirigent vers des monnaies numériques qui sont des monnaies qui ne sont plus complètement décentralisées, mais qui assurent la possibilité à un grand nombre de personnes qui utilisent notamment du cash aujourd'hui, d'utiliser des moyens de confiance, des moyens de communication et des moyens de paiement de confiance par une monnaie numérique. Alors, je vous remercie, monsieur, pour votre question. Bon, crypto-monnaie, je pense que la Côte d'Ivoire regarde ça un peu de près, mais on n'en est pas encore là. Sinon, avoir une monnaie unique, c'est un projet de très longue date pour la sous-région. Faire en sorte que nous ayons une monnaie pour ECOWAS, déjà, ça ferait 15 pays qui auraient la même monnaie, avec le Nigeria qui est un grand pays, qui est le pays le plus riche d'Afrique. Mais ce sont des projets qui sont à l'étude et ça prend du temps. Je sais que récemment, le président ivoirien avait fait une sortie avec son homologue français pour dire qu'on pourrait déjà, pour les pays de l'UEMOA, utiliser l'ECO, qui était le même nom qui avait été choisi par les autres pour les 15 pays. Donc, ça a créé des frictions avec le Nigeria, qui est notre grande sœur là-bas. Et je crois que c'est un projet qui est toujours à l'étude. Parce que, vous savez, avoir la liberté, et c'est un problème de souveraineté, c'est très important d'avoir sa propre monnaie et de gérer ces agrégats-là seuls. Mais ça vous donne une liberté que lorsque vous appartenez à un groupe, vous ne pouvez plus. Vous n'avez plus cette facilité. Et nous, nos pays, c'est vrai, ne sont pas très importants, mais le fait d'avoir appartenu pendant longtemps à la même union monétaire, la BCAO ou bien CEMAC, nous avons des critères qui sont respectés par tous les membres. Mais lorsque vous allez au Libéria, au Nigeria, au Ghana voisin, ce n'est pas la même chose. Donc, ça pose des problèmes de convergence de points de vue. Et eux ne pouvaient pas tout de suite adopter ce que nous,
pourrions faire parce que, bon, on sait que les déficits budgétaires ne devraient pas excéder 3,5% ou ne devraient pas excéder 4%, alors que chez eux, c'est la planche au biais. Ils pouvaient le faire, ils sont seuls avec leur monnaie. C'était pas la même chose. Donc, ça crée quelques frictions. Mais toujours est-il que c'est d'actualité. Je ne sais pas si c'est l'avenir, si le délai qui se soit imposé, c'est 2030, horizon 2030, mais je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur à nos autorités parce que ça pourrait nous faciliter d'échanger, parce que ça aussi, c'est un gros déficit, un gros challenge que nous avons. Le commerce intra-régional est très faible. Il est très faible. Nous, je crois qu'après la France, c'est le Nigeria, en Côte d'Ivoire, le partenaire. Après la France, je crois que c'est le Nigeria. Mais il faut qu'on arrive, il y a ces 200 millions de consommateurs, au moins. Donc, c'est important. Alors, nous rentrons dans la période des questions-réponses et on va en prendre quelques-unes. J'avais une première question. Finalement, est-ce que le franc CFA, c'est un atout ou un obstacle au développement? Il a des avantages, il a des inconvénients. Ça fait que notre monnaie est un peu forte, mais en même temps, ça nous donne cette flexibilité. Parce que je me souviens, à l'époque, les Nigérians étaient très friands du CFA. Je ne sais même pas si ça continue pas d'être le cas. Préféraient garder leur épargne en CFA parce que la monnaie est convertible. Elle est arrimée au franc français et puis maintenant, je crois, à l'euro. Mais il serait bon qu'on se démarque quelque peu de ça pour avoir notre entière souveraineté, tant est que nous pourrions gérer les problèmes de gouvernance pour s'assurer encore que tout est bien fait et qu'il y a la confiance de la population. Et ça, c'est important. Donc, le fait que moi, je me lève à Abidjan pour aller à Bamako utiliser les mêmes billets de banque, c'est un gros atout. Mais en même temps, que cette monnaie soit la contrepartie de 650 francs CFA pour 1 euro, ça rend ça un peu cher et il serait bon peut-être de l'arrimer plutôt à un panier. Ça, c'est mon point de vue. Je ne suis pas monétariste, hein, mais je le dis parce que j'observe. Je dis de l'arrimer à un panier de devises et puis nous permettre de fluctuer à l'intérieur. Mais cela demande encore des compétences, cela demande encore de la confiance, cela demande encore de la gouvernance. Et ça, c'est important. Nous avons de sérieux problèmes de gouvernance. Alors, je me souviens, une anecdote, j'ai un ancien collègue nigérian qui était venu à Abidjan. Il me dit, mais écoute, on a des produits de qualité dans les supermarchés, mais ils coûtent cher parce que lui, il est payé en naira. Et il me dit, quand il s'est fait couper les cheveux à l'hôtel, le coiffeur qu'il y avait à l'hôtel, il dit, ce que j'ai payé, c'était 12 000 francs CFA. Il dit, avec ça, je vais me coiffer toute l'année au Nigeria, toute l'année. J'ai dit, bon, c'est vrai, parce que bon, ça fait que c'est un peu cher pour certains qui n'ont pas notre monnaie. Ça, c'est pour vous donner quand même un point de vue de quelqu'un qui ne vit pas avec cette monnaie-là. Voilà. Merci, Souleymane. Alors, on va prendre 2 questions. Je laisse le soin tout d'abord à Laurent Premier de poser sa question. Laurent. Oui, alors je souscris à tout ce qui a été dit hein, sur l'économie, la gouvernance, la finance. Moi-même, en Côte d'Ivoire, hein, je suis DG d'une société et je vois que les problématiques pour financer la croissance, c'est très complexe. Par contre, j'avais une remarque, parce que j'ai habité en Asie et je connais aussi bien les populations asiatiques, hein, c'est que, en fait, au-delà des problèmes de gouvernance, est-ce qu'il n'y a pas aussi une différence de mindset entre les populations africaines ou d'ailleurs européennes et les populations asiatiques qui sont éduquées dès leur plus jeune âge, en fait, à réussir professionnellement, à être les meilleurs, à essayer de vraiment se surpasser, alors que ce n'est pas quelque chose qui est inné, on va dire, que ce soit en Afrique d'ailleurs ou en Europe. Hein, c'est ce que je constate. Et c'est un peu difficile d'avoir des gens qui sont en fait très engagés et qui veulent aller vraiment de l'avant dans les économies africaines en particulier. Qu'est-ce que vous en pensez?
Merci Laurent. On prend après ça, seconde question, celle de Mossadegh Bali. Mossadegh. Oui, merci Loïc. Je reviens à ce manque d'infrastructures que Suleiman même a signalé pour expliquer le grand retard que nous avons pris. Nous savons que les États ne peuvent pas réellement investir parce qu'il y a la crise de la dette, il y a les ressources fiscales qui ne sont pas très élevées. Alors, l'autre chemin, c'est les PPP. Je voulais savoir ce qu'il en pense pour accroître justement les infrastructures sur notre continent. Merci Mossadegh. Je n'ai pas bien suivi. J'étais en train de noter. Je n'ai pas bien suivi. Les PPP, utiliser okay. le système de financement PPP pour qu'on accroisse le rythme de construction d'infrastructures sur le continent. C'est ça, d'infrastructures. OK. Je reviens sur la question de M. Pommier, hein, Laurent Pommier. Bon, effectivement, l'avantage qu'il a sur moi, c'est qu'il a vécu en Asie. Donc, ce qu'il dit fait sens. Moi, quand j'ai parlé de problème culturel, c'est un peu ça, hein, le mindset. C'est ça, c'est culturel. C'est-à-dire, vous dites, écoutez, moi, j'y vais à fond la caisse et il faut absolument réussir. Ils se font harakiri, hein, les Japonais. Lorsque un chef d'entreprise est pris parce qu'il a fait des bêtises, il se suicide. Mais en Côte d'Ivoire, il ne va pas se suicider. Hein. En Afrique, il ne va pas se suicider. Non, il va tout faire pour ne pas aller en prison. Il va aller vivre dans d'autres contrées et puis il est tranquille. Hein. Vous voyez, donc c'est en fait ça. C'est vraiment ça notre problème. C'est-à-dire, même si on veut lutter contre la corruption, même si on veut amener les gens à... Pourtant, on a des gens qui sont très bien en Afrique, qui sont très brillants. Mais le système fait que si vous n'êtes pas assez fort, vous cédez. Moi, je suis prêt à vous dire, à partager avec vous l'expérience que j'ai vécue lorsque j'étais le patron du bureau de la SFI à Dakar. Lorsque le président de la banque, James Wolfenson, en 1997, est arrivé à Dakar pour une visite au président Abdou Diouf au Sénégal. Et moi, j'y étais, j'ai ouvert les bureaux. Il leur a dit, voici le monsieur secteur privé. Et comme lui était australien d'origine. Mais monsieur Aubert Gérard, mais vous savez que vous lui ressembliez un peu, hein? Je pensais que c'était une réincarnation à monsieur James Wolfenson quand je vous regarde. Donc, alors, il me dit, vous pourrez aller sur le site, vous allez voir, faites le site sur le Google, vous regardez, James D. Wolfenson, vous avez quelques traits. Alors, il dit, c'est le monsieur secteur privé. Il parlait français, donc il a dit aux Sénégalais, le lendemain, nos frères sénégalais, les hommes et les femmes d'affaires ont dépoussiéré tous les projets, ils sont venus me voir. Ah oui, il faut financer. Le patron a dit que l'argent est là. Je dis, mais non, il faut revoir votre business plan et puis voir, nous on va l'instruire et puis on va vous donner une réponse. Ah non, il nous a dit qu'il y avait l'argent. Je dis, ah non, c'est pas comme ça. Alors, et parce qu'ils savent que quand ils prennent cet argent, qu'ils s'en vont, c'est pas un problème, c'est la Banque mondiale, ils ont plein d'argent. Mais non, quand vous vous endettez, il faut rembourser. Et ça, je pense qu'en Asie, ça peut être différent de ce qu'on voit en Afrique. Donc, c'est en fait ça, c'est culturel. Maintenant, pour venir à la question de Mossadegh, c'est vrai, il faut qu'on arrive à utiliser ces mécanismes-là. PPP, partnership, private sector avec les gens, les BOT. Vraiment, il faut y aller. Mais encore une fois, il faut que les pays puissent s'organiser et puis faire ce qu'on appelle des roadshows. Vous avez des gens qui sont bien formés, qui vont rencontrer des bailleurs de fonds qui leur présentent des projets et qui arrivent à les convaincre. Et ça, c'est important. C'est pour cela que c'est bon d'avoir d'investir dans l'éducation. Lorsque vous avez ces cadres-là, vraiment, vous les utilisez pour ce genre de choses. Ils vont parler à ces bailleurs de fonds et ils parlent le même langage et ils arrivent à convaincre les gens et ils les invitent à venir financer les infrastructures dans nos pays. Et ça, c'est très important.
Merci Souleymane. Alors, je sais que Achille Agbe, que je salue, avait une question à poser. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Je prie de nous excuser. Il est venu le temps de la synthèse, celle qui s'est assurée ce matin par William Bellichaud. William. Merci. Merci à toi, mon cher Loïc, de m'offrir à nouveau, cette fois-ci en qualité de vieil ivoirien, une occasion de m'exprimer pour essayer de dresser une synthèse de l'une de nos nombreuses matinales. Après une comparaison pertinente entre les potentiels et performances respectives de la Malaisie et de la Côte d'Ivoire, et en homme d'expérience, notre brillant orateur n'est pas tombé, nous lui en sommes gré, dans le faux dilemme, voire l'approche manichéenne, souvent tendue comme piège aux étudiants, comme c'était le cas des miens à l'INSET de Cocody. Pas de démocratie sans développement, pas de développement sans démocratie, la bonne gouvernance devant elle-même être une résultante de la démocratie. Notre orateur nous a fait comprendre que gouvernance et développement ne sauraient naïvement relever de l'histoire de la poule et de l'œuf. Gouvernance et développement sont en fait les deux faces d'une même pièce de monnaie ou d'un billet de banque, l'une ne pouvant aller sans l'autre dans un processus croisé auto-entretenu. La Côte d'Ivoire, par exemple, premier pays d'Afrique subsaharienne où j'ai eu le bonheur de servir et de vivre une expérience irremplaçable dans les années 75-80, a été l'un des pays du continent à avoir compris le danger de se laisser enfermer dans des schémas idéologiques et qui a mené de front l'exploitation de ses richesses, l'édification d'une nation autour d'idéaux politiques fondés sur une constitution avec des mécanismes de régulation. Bien sûr, tout cela ne s'est pas fait sans embûches, tâtonnements, et les événements politiques des années 2000 ont montré que la devise « Union, discipline, travail » n'était pas toujours le rempart face aux rudes épreuves. La Côte d'Ivoire a pris conscience de la fragilité de ses acquis politiques et économiques et de la nécessité de s'engager dans un processus de compromis vertueux, clair et partagé. Permettez-moi d'ajouter que si la Côte d'Ivoire n'avait pas eu un Houphouët-Boigny, elle ne serait pas ce qu'elle est actuellement. Dès lors, la question des obstacles et atouts se pose différemment d'un pays à l'autre, entre pays côtiers avec ouverture sur la mer, forestiers, sahéliens, et donc plus ou moins enclavés au regard de leur réseau routier, entre pays richement dotés ou monoproducteurs et disposant plus ou moins d'énergie pour se diversifier, entre pays fortement peuplés ou avec des défis sanitaires et éducatifs importants, entre pays disposant de larges éventails de compétences ou en retard clé de la productivité, entre pays où l'accès aux besoins de base est développé ou au contraire restreint, entre pays où l'accès des PME aux banques est aisé et ceux où obtenir un prêt est une longue épreuve qui conduit souvent à des systèmes de microfinance prédateurs, entre pays confrontés aux dégâts de la corruption et du gaspillage et ceux plus soucieux de la bonne gestion et des affaires publiques, entre pays très ouverts sur le reste du monde comme sur le reste de l'Afrique ou plutôt en marge, entre pays dotés de mécanismes politiques et judiciaires et de gouvernance ouverts ou rigides, en particulier dans le domaine électoral, enfin, entre pays fortement militarisés, voire encore victimes de leurs tensions ethniques et d'autres plus soucieux des équilibres et de la construction d'une vision apaisée de leur avenir. C'est là que la gouvernance publique comme privée doit jouer son rôle pour minimiser l'impact des faiblesses et maximiser celui des atouts. Exercice peu aisé, car aucun pays n'est irrémédiablement condamné à traîner ses obstacles ni assuré de conserver ses atouts. Sans climat de confiance, comme l'a dit Loïc, et sans bonne gouvernance, comment réussir à créer les conditions d'une bonne synergie des secteurs, des services industriels et financiers? La mondialisation qui ne fait pas de cadeaux oblige à s'améliorer, à se transformer, à s'adapter pour rester compétitif, sachant que le Nord n'a pas de leçons à donner aux pays du Sud. S'ajoute évidemment la question nouvelle de la gouvernance climatique, alors que beaucoup d'idéologies se sont emparées de la question au détriment du réalisme. Fort heureusement, un grand nombre de pays africains, conscients de l'impact des problèmes climatiques, commencent à avoir une approche saine. Merci à vous, M. Traoré, de nous avoir fait partager une approche originale et pertinente d'une question lancinante où gouvernance et développement ne doivent pas être traités comme des dogmes, mais comme des défis permanents et conjugués. Permettez-moi d'ajouter que les leçons de bonne gouvernance, on les trouvait déjà chez les marchands de cola, de pain, de riz et de poissons avant de s'imposer dans les entreprises et l'administration, qui ont toujours su bien gérer leurs affaires. Le développement et le progrès social ont mis aussi du temps à s'imposer dans les pays confrontés à des guerres civiles et crises politiques. Donc, merci, M. Traoré, de nous avoir aidés à comprendre entre les lignes
qu'il ne faut pas se laisser enfermer dans le faux débat du préalable ni dans certaines illusions. Gouvernance et développement sont indissociables comme la question de la synergie est essentielle. Vos longues pérégrinations africaines, asiatiques et moyen-orientales au service de la finance ne vous ont pas éloigné de l'humain, car vous êtes aussi président de Actions for Development Initiatives en faveur de l'éducation en Afrique. Et comme le dit ce beau proverbe ivoirien, la poule connaît l'aube, mais attend le chant du coq. Merci. Waouh. Wow. Merci. Merci. Ça, c'est du grand William. Et vous avez compris, il était un peu transgressif puisqu'il n'a pas été LGBT compatible dans son échauffourée ivoirien. Désormais, la poule peut attendre la poule, peut-être virtuellement le même. Voilà, c'est mon côté, comment dire, je ne suis pas, comment dire, Sandrine Rousseau compatible, enfin vous l'avez deviné. Bien, le mot de la fin vous revient, Souleymane. Alors, en tout cas, Loïc, merci infiniment. Merci de m'avoir donné l'opportunité d'échanger avec toutes ces personnalités. Je pense que j'ai bien aimé l'échange, j'ai bien aimé les questions, j'ai appris et je souhaiterais vraiment être membre actif de notre association. C'est vrai que je suis membre depuis quelques mois, depuis l'été dernier, et il y a des choses à apprendre, et quand je regarde aussi l'annuaire, il y a pas mal de personnalités que j'aimerais rencontrer, avec qui j'aimerais échanger. Donc, cette opportunité, moi, je l'apprécie énormément et je vous sais gré. Souleymane, ce fut un plaisir et nous allons continuer, nous allons bien sûr vous associer encore plus. Sachez que lors des prochaines sessions, nous aborderons l'après-Barkhane. Ce sera un direct entre la France, le Mali et le Cameroun. Puis après ça, nous allons aborder aussi le problème des partenariats publics-privés. Ce sera un direct avec le Gabon, avec le ministre des Finances et des infrastructures du Gabon. Écoutez, merci à vous toutes et à vous tous. Je vous dis tout ça tout bien. Et on peut lancer le schéma musical. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Merci de la musique.